Salut à tous, bienvenue donc sur ce petit démo de la documentation d'un fichier JavaScript et comment créer une réelle documentation professionnelle de vos applications et de vos projets. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai créé simplement un dossier qui est vide, qui s'appelle documentation. Je vais ici venir ouvrir VS Code dans ce projet-là. On va venir rapidement simplement créer un dossier CRC qui contiendra les sources et à l'intérieur un dossier index JavaScript. Voilà, donc nous sommes à la racine du projet du SRC, donc sur le fichier index.js. Et là, je vais venir créer un tableau des âges, on va dire un tableau des âges de nos utilisateurs. On va dire qu'ils ont 20 ans, 25 ans et 27 ans. Voilà. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pour l'exemple. Je vais maintenant venir utiliser une boucle, quelque chose que vous connaissez peut-être, une boucle for each de ceci. Je vais dire pour chaque âge, tu vas me faire un log des âges. Donc ça c'est une boucle classique de JavaScript. Si je viens ici et que je vais lui demander de me lancer le fichier JavaScript, voilà, peut-être que je l'enregistre avant. Je me suis dit tiens, ça veut pas. Voilà, on a bien notre boucle, on a bien notre utilisateur qui a 20 ans, notre utilisateur qui a 25 ans et 27 ans. Vous me direz, c'est où la documentation? Très simplement, quand je vais survoler ici le for each, on va voir qu'on va avoir un tas d'informations sur comment fonctionne cette boucle for each. Pourquoi? Parce que en réalité, très simplement, c'est implémenté de base dans le langage JavaScript. Maintenant, imaginons que je vais créer une fonction que je vais l'appeler addition, d'accord. Elle va prendre un paramètre qui s'appelle A, un second paramètre qui s'appelle B, et elle va tout simplement me retourner la valeur de A plus B, d'accord. Jusqu'à là, je reste dans du très simple, attention. Maintenant, si je veux faire un log de addition, voilà, je cherchais mes... Et puis que je vais lui dire 10 plus 12, on s'en fout. Quand je survole l'addition ici, vous voyez bien que la documentation, tout de suite, elle est très très faiblarde comparée à quand on va survoler ici le for each. D'accord? Ça, c'est un premier exemple du pouvoir, on va dire, de cette documentation. Donc ici, à nouveau, si je relance mon module, en plus de ça, on a une erreur, vous voyez, il me dit NaN, donc voilà. Donc vraiment, c'est pas très optimisé. Alors, oui, hop, autant pour moi, ça marchera mieux. Et donc quand je relance, voilà, on a bien notre 22 à la fin. Donc vous voyez, c'est pas très optimisé, on ne sait pas trop pourquoi qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette fonction, qu'est-ce que quelqu'un qui va reprendre votre code ne saura pas forcément quelle fonction sert à quoi. Donc aujourd'hui, ensemble, on va regarder un petit peu et s'intéresser à la documentation. Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'installation, et notamment à l'installation de JSDoc, qui est le NPM que nous allons utiliser pour pouvoir avoir nos propres documentations sur nos fichiers JS. Donc pour ça, je vais utiliser le terminal, et je vais commencer par faire un npm init. Alors moi, je mets en paramètre le y pour que ça me laisse tout de base. Vous pouvez vous faire comme vous le souhaitez. L'important est d'avoir votre fichier package.json qui lui va vous aider à la configuration de JSDoc. D'accord. Une fois ceci fait, donc on a initialisé le fichier package.json, on va faire donc un npm install. Donc moi je mets -d pour que ça reste sur ce projet-là. Vous pouvez l'installer de manière globale.
À vous de voir, c'est chacun son choix. Moi, j'aime bien me dire, voilà, sur chaque projet, j'installe chaque dépendance séparément les unes des autres. Et on va installer JSDoc. Donc voilà, donc là, bah, il va venir installer JSDoc. Donc JSDoc a été installé. Donc on le voit, je suis resté volontairement sur le package JSON. On le voit, JSDoc a bien été installé comme une dépendance. Et maintenant, bah, on va venir créer le script, hein, bien sûr, de JSDoc. Donc, bah, pour créer la documentation, très simplement, je vais mettre doc. Je vais pas aller dans les trucs de fond. Nous, ça va être du coup JSDoc avec comme fichier de config jsdoc.json. Alors, à partir de là, je vais enregistrer. Vous allez me dire, c'est bien gentil. Qu'est-ce que tu viens de faire? En fait, je viens de vous expliquer que lorsque je taperai npm doc, run doc, il me semble d'ailleurs, je lui explique qu'il faut qu'il utilise le fichier jsdoc.json comme fichier de configuration. Ce fichier-là n'existe pas, donc on va le créer. Donc jsdoc.json, voilà. Et donc là, on va avoir ce joli fichier de configuration qui va être vide. Je vous laisserai aller sur le site de JSDoc, il parle beaucoup de la configuration. Moi, je vais vous présenter une configuration très basique, dans laquelle, alors, on va indiquer une source, On va lui dire quel fichier il doit inclure, avec le paramètre include. Donc là, je vais venir pointer sur mon dossier qui s'appelle src, hein, dans lequel sont les fichiers ici. Voilà. Alors, je vais faire plus simple. Je vais faire un copier-coller. Alors, laissez-moi 2 secondes. Tac, tac, tac. Je vais attraper une config que j'ai. Voilà, ça va être plus simple que de tout retaper. Je vais lui dire qu'il s'occupe bien de tous les fichiers qui sont JS, qu'il ne s'occupe pas du fichier non-module ni du fichier docs, c'est dans lequel ce fichier-là d'ailleurs sera créé notre documentation, différents plugins que j'utilise, etc., différentes options, et forcément l'option effectivement de destination de la documentation. Je vais sauvegarder ceci, et donc on va pouvoir faire un npm, je crois que c'est rundoc, voilà. Et pour lancer la création de la documentation. Une fois que ceci a été fait, vous pouvez voir qu'on a un nouveau dossier qui est apparu qui s'appelle doc, à l'intérieur duquel se trouve un fichier index.html que nous allons nous empresser d'ouvrir avec notre explorateur. Et là, nous nous retrouvons du coup devant une documentation qui s'appelle Home. Alors, je vous rassurez-vous, on regardera rapidement comment paramétrer tout ça. Mais là, à l'instant où on est en train de parler, le NPM est chargé et fonctionnel. Donc, prochain pas, commençons par documenter des variables. Donc, nous allons commencer par utiliser un petit peu ce JSDoc et par voir un petit peu la portée et la puissance que peut avoir ce NPM. Donc, on va commencer par créer une variable. Je vais créer un let, je vais l'appeler utilisateur, parce qu'on va dire qu'il va pouvoir être modifié. Bon, c'est n'importe quoi, hein, je ne mets pas une constante, je fais vraiment, c'est pour l'exemple. Et on va l'appeler Bigood. Donc ça, c'est mon utilisateur. D'accord? Quand je vais survoler l'utilisateur, je vais juste savoir que c'est une string, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si plus tard, je dois faire réappel à nouveau à cet utilisateur, utilisateur, voilà, et quand je vais venir le survoler ici, j'aurai juste comme information que c'est une string. Voilà. Attention, quand vous faites ça actuellement, ça n'empêche pas du tout le code de s'exécuter. Si je fais un node src, ça va très bien s'exécuter et je vais bien avoir mon Bigood qui va apparaître. Imaginons maintenant que je veux créer un admin et que là par contre on va passer sur le stade au-dessus, on va le commenter. On va le commenter grâce à JSDoc.
pour augmenter un petit peu le niveau du code, la propreté du code que vous allez fournir. Pour utiliser JSDoc, très simplement, on va mettre un slash, 2 étoiles, et on fait un retour à la ligne. À partir de là, on a initialisé la documentation sur notre utilisateur, sur notre administrateur du moins. Et ici, on va dire add, on va lui donner une description. Donc, on va dire que c'est l'administrateur du site. D'accord. Et on va pouvoir même lui donner un type. Et on va dire que à l'intérieur, je veux absolument que ce soit une string. Voilà. Je veux que mon utilisateur soit une string à l'intérieur. Donc là, j'enregistre à nouveau. Et vous allez voir que si je fais un console log ici de mon admin, d'accord, quand je vais survoler, vous allez voir que de suite j'ai beaucoup plus d'informations. Je sais que c'est un de type string et je sais qui il est, je sais que c'est l'administrateur du site. On a documenté notre variable. L'autre grosse force, donc là à nouveau hein, le code fonctionne toujours, l'autre grosse force que va avoir cette documentation là en mettant un typage, c'est d'éviter les erreurs. Donc là par exemple si je tape un 12, il me relève aucune erreur, je peux sauvegarder, je peux exécuter mon code, etc. Il me relève aucune erreur alors que je lui ai demandé un string. Tout simplement, il va falloir initialiser en haut le fait de vérifier les erreurs, les erreurs de typage, en lui demandant de faire un check. À partir du moment où je lui demande de faire un check, alors si je mets pas le arrobas devant, voilà, ça fonctionne pas. À partir du moment où je lui demande de faire un check, ici le admin va venir se surligner. Alors pourquoi il me rajoute un 12 en bas? Ok. Bah oui, parce que j'ai mis un 12, voilà. Donc c'est ce que je vais vous montrer, voilà, pardon. À partir du moment où je vais venir mettre un check, bah, il va me dire, attention, t'essayes de mettre un type number au type string. Et en plus, maintenant qu'on l'a documenté, il nous le dit, impossible d'assigner le type number au type string. Donc ici, ça fonctionnerait à partir du moment où je viendrai encapsuler, enfin transformer mon number en string, et à ce moment-là, on aurait vraiment le log d'admin qui se ferait comme il faut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir relancer notre documentation. Et lorsque l'on va revenir se positionner sur le site, on va voir que dans le scope global, on a un admin et que cet admin est de type string, que c'est l'administrateur du site, pardon, et quelle est la source. Et si on va venir même cliquer, il va venir carrément nous amener sur la ligne de la source en question. Très important à savoir, on peut nommer tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord, que ce soit un string, comme ici. Notre tableau de tout à l'heure, on va pouvoir aussi venir lui dire, c'est le tableau, c'est le tableau des âges des utilisateurs. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, il me semble, tout à l'heure. Et là, on va lui dire en type. Alors, type, pensez bien toujours à déclencher avec le arrobase. Et là, on va pouvoir lui dire que c'est un type array, que c'est un tableau. Et donc, du coup, quand je fais ma boucle sur tableau âge, ici, si je viens le survoler, je vois bien que j'ai le tableau des âges, que c'est voilà, la description et le type. Pardon, autant pour moi. Donc, du coup, à nouveau, si ici, maintenant, je viens relancer ma documentation, et que l'on va venir se repositionner ici à nouveau, on aura une nouvelle donnée, et c'est bien notre tableau des âges qui est un array, qui est le tableau des âges des utilisateurs. Tout ceci peut vous permettre de vraiment assimiler un projet lorsqu'il n'est pas le vôtre. Je vais vous donner un autre exemple, le dernier pour la route. Après, on va s'attaquer, si vous le voulez bien, aux classes et aux fonctions. Je vais vous donner un exemple avec un objet, un objet JavaScript classique. Donc on va faire une constante qu'on va appeler user1. Voilà, c'est pour l'exemple.
La constante user 1, ça va être, j'ai dit, un objet qui va avoir un ID de 1, puisque ça sera le premier, et qui va avoir un isAdmin à true, tiens, pour changer. Ici, j'ai créé donc ma constante qui est mon utilisateur numéro 1 et qui est administrateur. Pareil, nous allons venir documenter cet objet-là. On va dire, on va l'appeler premier administrateur. Voilà, c'est pour vraiment, à nouveau, hein, c'est toujours pour l'exemple. Hein. Et donc là, du coup, dans addType, dans le type, bah, on va lui dire que c'est un objet, donc avec les doubles moustaches, hein, attention. Et ici, on va venir définir quel est le type de chacune des entrées. Donc le type de ID, ben, c'est pas compliqué, c'est un number. Voilà. On va avoir le type de isAdmin. On va lui dire que c'est un boolean. Et ah bah tiens, je vais même m'amuser quand même si à rajouter juste un pseudo pour vous montrer quelque chose. On va l'appeler Johnny Be Good. Pseudo Johnny Be Good. Alors, il est surligné ici. Pourquoi il est surligné? Tout simplement, oui, il ne faut pas que je mette la virgule à la fin. Pourquoi il est surligné? Tout simplement parce qu'il n'a pas été défini au préalable. Donc ici, je vais venir le définir et je vais lui dire pseudo. Et là, vous voyez que le surlignage s'en va. Et le pseudo, on ne sait jamais. Là, j'ai mis Johnny Be Good, mais on peut dire que c'est un string. Et si on veut pouvoir dire que ça peut être aussi un number, on le fait avec cette barre-là, tout simplement. À nouveau, j'enregistre. Ici, je viens relancer ma documentation. Lorsque l'on va rouvrir le site en rapport avec la documentation, on va bien avoir le user1 qui est un constant et qui est un de type objet sur la documentation ici. Et ici, si jamais je veux venir faire un log de mon user1, par exemple, lorsque je vais survoler, je vais avoir la totalité des informations qu'on a créées pour cet utilisateur. Je vous laisse respirer là-dessus et je reviens vers vous tout de suite avec les documentations concernant les classes et les fonctions. Bon, on arrive au plus intéressant, je vais dire, au nommage des classes et des fonctions. Et c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point JSDoc est puissant. Donc on va créer une fonction, on va l'appeler, alors on va l'appeler, bah tiens, on va rajouter ici ville, on va écrire Valence. Alors ouais, comme ça lui plaira mieux. Et on va obligatoirement lui dire que la ville, c'est de type string. Voilà. Comme ça, il ne pètera pas un boulon. On va créer une fonction toute basique, hein, function. On va l'appeler avoir info. Voilà. Elle va avoir comme paramètre un user, un utilisateur, hein, et elle va nous return un console log, un log. C'est très dégueulasse, mais avec des backcotes, vous allez voir, je vais le faire comme ça. Donc on va lui dire hop user.pseudo a s, donc user.ville. Voilà, donc je fais une fonction de base nullissime, hein, mais bon, à la limite ça peut même être une méthode. Cette fonction là peut être une méthode dans une classe,
Mais voilà, là c'est vraiment pour illustrer un peu la chose. Donc si là je fais cette fonction-là et que je lance avoir info sur mon user 1, par exemple, d'accord, si je viens lancer ici, hop, mon code, je vais avoir return. Alors non, il va falloir que je fasse différemment. Je suis obligé de faire un log. Alors on va l'enlever ici. On va l'enlever d'ici. Voilà. Et si je fais un log de ça, et que je vire ça, Johnny B. Good via Valence. Voilà. Donc voilà. Donc ça typiquement, ici, ça aurait pu être une méthode hein, dans une classe, je le répète. Et donc là, on voit bien que ça fonctionne, Johnny B. Good via Valence, puisque je vais donner le paramètre dans la fonction. Alors, si vous connaissez pas, hein, bien sûr, tout ce qui est paramètres, fonctions, etc., ça va être compliqué pour vous de suivre. Maintenant, si je survole avoir info, cette fonction-là, bah, j'ai rien du tout dessus. Alors que vous vous rappelez tout à l'heure, ici, quand on survolait for each, on avait énormément d'informations. Ben, c'est là où, en fait, vraiment, il va y avoir toute la puissance de JSDoc. Vous avez vu, j'ai juste fait le slash avec les deux étoiles, et là, directement, il me propose de typer user. Donc là, c'est un object. User est un object. Donc on rentre un objet user, et il nous retourne le user. Donc on va dire, on va essayer de le faire en français. Par contre, le nom du pseudo même, pardon, c'était même pseudo via ville. Voilà. Fonction qui nous retourne le pseudo et dans quelle ville il habite. Et là, j'ai tout simplement, du coup, commenté cette fonction-là. Donc, si je viens survoler maintenant mon avoir info, eh ben, vous voyez, on a exactement toutes les informations qui nous intéressent. Le paramètre, ce que cette fonction-là nous retourne, et la totale qu'elle nous retournera, en l'occurrence, une string. Hein. On le voit en haut, tout en haut. Si ici, je reviens maintenant lancer ma documentation et qu'on va aller sur cette documentation, on va avoir notre fonction avoir info qui va être apparue ici dans les méthodes avec les différents paramètres qu'elle peut prendre en compte. La description des paramètres, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais on peut décrire le paramètre. Alors très simplement, pour décrire votre paramètre, il va venir falloir ici dire, hop, entrée d'un objet utilisateur. Voilà, je mets n'importe quoi, on s'en fout, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, si je relance ma doc, et bien ici, on va avoir effectivement une description sur le paramètre. On peut vraiment aller très 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 loin. On peut même rendre des paramètres optionnels, que ce soit dans la création d'une classe, que ce soit dans la création d'un objet. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Hein. Donc ça, voilà. Là, on vient de voir rapidement comment commenter une fonction. C'est très puissant, notamment dans l'utilisation de modules, ce qui va vous permettre, lorsque votre fonction se situe sur un autre fichier JS et que vous l'appelez sur un second fichier JS, d'avoir les informations concernant ce qu'attend cette fonction et ce qu'elle renvoie. Ici, j'ai fait un return parce que la fonction renvoie quelque chose. Si la fonction ne renvoyait rien, mais qu'elle se contentait de modifier une variable, bah ici, dans le return, on peut simplement mettre un petit void. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que la fonction ne renvoie rien. Lorsqu'on la survole, bon, bah, on a un petit void et puis point barre. D'accord ? Voilà pour ce qui est des fonctions. On va maintenant s'intéresser à une classe. On va créer une classe pour créer un utilisateur. Donc on va l'appeler classe.
on va appeler créer utilisateur. Voilà, donc cette classe-là, elle va avoir un constructeur, avec un nouveau, on va dire, désolé, hein, je vais pas faire très voilà, très nouveau, voilà, je vais faire très simple, avec pseudo âge ville. On va lui dire que this.pseudo est égal à pseudo. Waouh! Jusqu'à là, j'espère que vous suivez tous. This.âge correspond à l'âge qui aura été donné en paramètre lorsqu'on va instancier cette classe. Et enfin, le this.ville, forcément, ça sera la ville. Ici, ma classe, elle est fonctionnelle, telle qu'elle, dans l'état. Cette classe-là est fonctionnelle. On va même, tiens, s'amuser à lui rajouter le fameux le get ville, hein, donc la fameuse méthode où elle va me faire le return exactement de la même chose qu'avant, sauf que on va faire deux petites modifs. Tac, tac. Alors, petite astuce, pour avoir votre curseur à deux endroits différents, vous maintenez la touche Alt enfoncée. Hein. Et on lui dit this. Voilà. Donc, parce qu'on est à l'intérieur de la classe, donc on reste sur de this. Pour que ça aille à tout le monde. Donc là, si je sauvegarde cette fonction-là, et cette classe-là, pardon, est fonctionnelle telle qu'elle. Hein. Si là, je vais vouloir créer donc let, on va dire user2, puisque je crois que j'ai déjà créé user2, puisque le 1 existe déjà. Et on va lui dire qu'on peut faire un nouveau créer utilisateur. Donc, là, on a pseudo any, âge any, ville any. Et on n'en sait pas plus sur ce créer utilisateur. On n'en sait vraiment pas plus. Donc ça, c'est pas très documenté, c'est-à-dire que sur un fichier JS ou sur des multitudes de fichiers JS, lorsque vous allez faire réappel à cette classe-là, soit à travers de modules ou soit beaucoup plus loin dans la page, ça peut très vite être très compliqué de s'y retrouver, et surtout lorsque, imaginons, vous récupérez le code de quelqu'un. Bon go, on va aller créer la doc. Donc hop, toujours tac tac, le slash avec les deux petits points, et puis ici on va lui dire que c'est une classe pour créer un utilisateur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rentrer à l'intérieur, on va refaire notre slash avec nos deux points, entrer, et là bam, directement on a accès aux trois paramètres qu'on va pouvoir venir typer. Donc pseudo, je l'ai dit, je veux que ça puisse être à la fois un number et un string. Voilà. Âge, ça sera typiquement uniquement un number. Et ville, ça sera uniquement un string. D'accord ? Là, on est venu documenter le constructeur. On peut venir aussi documenter notre fonction. Notre fonction, qu'est-ce qu'elle me return? Elle me return le pseudo via ville. Et on peut lui dire même at property, c'est une fonction. Alors, pardon, si je fais pas ça comme il faut, ça va pas lui plaire. C'est une fonction. La fonction, elle s'appelle getVille, et on obtient, grâce à cette fonction-là, on obtient les infos de utilisateur. Voilà. Si là j'enregistre, maintenant lorsque je vais survoler créer utilisateur, je vais avoir beaucoup plus d'informations sur le constructeur, la classe, les paramètres qui sont attendus. On va avoir énormément d'informations sur ceci.
Maintenant, je vais venir lui dire le pseudo, on va lui dire à nouveau, hein, désolé, je suis pas très pas très innovateur, donc on va lui dire be good, hein, pour son pseudo, voilà. Ensuite, on le voit, number, il attend add a number, donc là, si je vais mettre 36 ans. Et enfin, il va attendre une ville, une string, donc on va dire Valence. Et là, vous voyez que le surlignage s'est enlevé. Si je resurligne, enfin si je mets ici sous forme de string, il va me dire attention, le string n'est pas attribuable aux paramètres de type number. Donc c'est vraiment la force, hein, qu'aura JSDoc sur votre utilisation des fichiers. Maintenant, si j'enregistre, et à nouveau ici, je vais venir lancer ma documentation. Lorsque l'on va se rendre dans la documentation tout en haut, on va avoir une nouvelle chose qui est arrivée qui s'appelle les classes. Et là, on va avoir la classe créée utilisateur. Et ici, à l'intérieur, on va avoir toutes les informations concernant cette classe-là. Le constructeur et les différentes méthodes qui lui sont attribuées. J'aurais pu aussi donner une description à chacun des paramètres du constructeur. Je ne l'ai pas fait. Je me répète, hein, pour le faire, rien de plus simple. Ici, à la suite, number string pseudo. Et ici, on écrit pseudo de l'utilisateur. Voilà. Si là, je sauvegarde à nouveau et que je réédite ma documentation, hop, ici, on aura bien pseudo de l'utilisateur. Donc c'est vraiment la grosse force, hein, de JSDoc là-dessus. Maintenant, je vais m'amuser à vous laisser un petit peu utiliser ça. Et puis on va revenir ensemble pour des petites choses un peu plus générales. Comment notamment, par exemple, pouvoir venir ici modifier, lorsque vous êtes sur le home, venir modifier un petit peu ce qu'il y a sur le home de votre fichier. Et d'autres petites choses un peu sympathiques comme cela. Bonjour, donc du moins. Donc on a vu ensemble comment pouvoir documenter des variables, documenter des classes, documenter des fonctions. Je tiens à préciser que ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui est capable et de ce qu'il est possible de faire avec JSDoc, mais ça peut déjà vous mettre un petit peu dans le bain. Maintenant, on va rapidement s'intéresser à la personnalisation ici de la page d'accueil de votre documentation. Donc, il est possible ici de faire plusieurs choses. La première, par exemple, sur mon fichier index.js, de venir documenter le fichier à proprement parler. Donc là, je ne documente pas une variable ou une fonction ou autre chose, je documente le fichier à proprement parler. Donc je vais utiliser pour cela le tag addFile et je vais dire que index.js est le fichier à la racine du projet exemple. Voilà. Donc là, par exemple, j'explique ce qu'est ce fichier-là. Je peux aussi dire qu'il y a un auteur et que cet auteur, c'est moi. Et on peut aussi mettre un lien externe, par exemple un lien vers un projet, vers un repo GitHub ou quoi que ce soit. Et là, on va venir le coder exactement comme on coderait en HTML. Alors si j'écris juste href, ça va pas le faire, il manque le f, href, tac, google.fr, on va lui mettre une target pour ouvrir cela dans un nouvel onglet. Hop, voilà. Fermez ça et puis on va dire repo git. Bon, même si on sait très bien, vous et moi, que ce qui sera présent, ça sera le lien vers Google. Le A est surligné ici, vous inquiétez pas, c'est tscheck qui fait cela, c'est pas gênant. À partir de là, si je génère à nouveau la documentation, on va pouvoir se rendre à nouveau sur la doc et on va pouvoir voir ici qui est apparu sur le home la documentation concernant le fichier index et éventuellement le lien vers le repo git. Là ici en l'occurrence on ouvre Google. On va pouvoir aussi ici sur la page home
venir ajouter un readme. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec l'importance d'un readme. Je vais aller directement sur mon repo, récupérer le readme de mon projet 7 que j'ai fait avec Open Classroom, donc le projet Groupomia. Je vais vouloir récupérer ça parce que je ne vais pas m'embêter à retaper un readme en entier. Hop, on va récupérer tout ce qui est dans le fichier. Tac, tac, tac. Voilà, de cette manière-là. Et on va venir ici à la racine, créer un readme.md. Voilà, donc qui n'est pas du tout au bon endroit. Moi je le veux à la racine. Ah non, annulé, c'est pas le même. Mais non, c'est pas le même. Voilà, et je vais venir coller le contenu. À partir du moment où vous avez votre fichier readme, on va venir se positionner sur le JSON de JSDoc, et puis on va lui indiquer tout simplement dans les options, sur ce projet-là, j'ai un readme, donc il va falloir que on lui pointe tout simplement le readme en question. À partir du moment où vous avez fait cela, on génère, alors si j'ouvre un nouveau terminal, ça sert à rien, j'en avais déjà un ouvert, on génère à nouveau notre documentation, et vous allez voir, hop, si je ferme ici, que voilà, la page d'accueil tout de suite est plus classe, plus documentée, ça explique en tout cas comment utiliser l'application, par exemple. Voilà. Ici, le home, imaginons qu'il ne me convienne pas, bon, ça c'est très simple, ça va être en rapport avec le template, alors je vais supprimer cet exemple-là que j'avais fait au préalable. Oui, je veux que tu supprimes. Voilà. Alors il va mouliner un petit peu, c'est pas très gênant. On va dans notre module, on va aller dans JSDoc, on va aller dans template et on va récupérer le template par défaut ici. Donc on se positionne dessus, on fait un petit copier. Alors 2 secondes, parce que je suis en train de supprimer un truc, voilà. Supprimer définitivement. Et on va venir ici et on va venir le coller. Voilà. Une fois qu'on a son dossier de template ici, donc on va le renommer et on va l'appeler template. Allez, je vais l'appeler juste template. Voilà. Donc à partir du moment où ceci est fait, ici on va simplement rajouter une virgule, lui dire tiens, pour ce qui est du template, tu vas utiliser sur ta racine le dossier template. Ça n'a pas fini de mouliner. Tu vas utiliser le fichier défaut puisque visiblement il a pas envie de me changer le nom. On va aller dans le publish.js ici et on va rechercher le home, d'accord, qui est dans publish.js. Dans publish.js, le home apparaît à 2 endroits, ici sur le titre, et donc là on va pouvoir lui dire non, je veux plutôt que ça s'appelle projet exemple, et sur le générateur ici, le home à nouveau, hop, on va lui dire non, je veux que tu l'appelles projet exemple. Voilà. J'enregistre les modifications ici. Dans le JSDoc, j'enregistre également mes modifications et je vais venir lancer à nouveau la génération de cette documentation. À partir de là, hop, notre nom a bien été modifié. Et ici, projet exemple. Bon, alors j'ai une redondance, mais ça peut être corrigé très simplement. C'était vraiment, voilà, pour vous illustrer le fait que l'on peut venir vraiment modifier le template et ne plus utiliser celui qui est par défaut. Alors attention, celui qui est par défaut qui est dans le node module, il ne faut pas y toucher, évidemment, et tout ceci se règle via les options qui sont là. Voilà, c'est tout pour ce premier cours, en tout cas sur JSDoc, cette première aperçu de ce que fait JSDoc. J'ai essayé de condenser le maximum, mais sur une demi-heure, c'est pas évident. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.